Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et dans le tour de table, j'ai ensuite Jeanne Poulet. Oui, bonjour, Jeanne Poulet pour la pépinière à noyaux d'Alival. On n'entend pas grand-chose. Ah, vous m'entendez mieux? Le son est très faible. Moi, je vous entends bien. Non, désolé, on ne vous entend pas. Vous va être obligé de passer votre tour pour ne pas perdre trop de temps. Claire Lefrançois, s'il vous plaît. Ah non, elle n'est plus là. Ok. Est-ce que les personnes qui ne parlent pas peuvent couper le micro, s'il vous plaît? Ensuite, il y a Florence Asseza. En ouvrant le micro, pour le coup, pour se présenter. Je suis responsable technique dans le centre de la France. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Allô? Oui, oui, c'est bon. Et donc je représente. Oui, d'accord. Et je représente du coup des producteurs de fruits rouges dans le centre de la France. Merci. Ekaterina Val. Ah, marqué hors ligne. On passe. Ensuite, j'ai un Jacques. Jacques Bertrand, c'est moi. Oui. Donc, Jacques Bertrand, pépinière Marteillac, et je représente également le syndicat national des producteurs de plantes fraisiers. D'accord, merci. Antoine Tout le monde? Oui, bonjour. Donc Antoine des Pépinières Tout le monde, pépinière d'arbres fruitiers, pépins noyaux, dans le sud de la France. Merci. Carole Dirvimer? Bonjour tout le monde, Carole Dirvimer, donc je suis secrétaire technique de la section CTPS espèces fruitières. Donc je suis en charge en fait de mettre en œuvre les différentes réglementations qui s'appliquent aux producteurs de plants, enfin de matériel de reproduction végétale pour les espèces fruitières, et donc en lien avec le ministère et les différentes filières et intervenants dans cette filière. Et donc, nous travaillons notamment en ce moment à la mise en œuvre du règlement agriculture biologique. Merci Carole. Édith Charge? Oui, bonjour, Laurent Poisson. On représente le GIE Selon Bio du Val-de-Loire, pépiniériste en plantes fraisiers bio. D'accord. Ensuite, parent Thomas. On n'entend rien. Ensuite, on a la pépinière Gradilis. Oui, bonjour, Mathieu Bougnol, responsable développement des pépinières Gradilis, et je suis avec Thibaut Vasseur, responsable de production. Merci. Jean-René Gourdon. Oui, bonjour, je suis responsable commercial responsable de production des pépinières d'Alival, pardon. J'étais responsable commercial auparavant. Merci. Ensuite, Marc Miette. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Miette pour Bio-Occitanie, donc en mandat pour l'ITAB sur la partie plan bio. Voilà. Donc, sur la partie technique notamment et suivi de pépinières dans le futur. Voilà. Merci. Ensuite, les jardins de Beauchêne.
Oui, bonjour, Pierre-Olivier Henry, petite pépinière fruitière en bio en Bretagne. Merci. Ensuite, Antoine S. Oui, bonjour, Antoine Serrière. Je suis en phase d'installation sur une pépinière d'arbres fruitiers en racines nues en bio dans la région du Mans, en Sarthe. Merci. Justine Perrotte. Oui, bonjour, donc Justine Perrotte, je suis responsable du groupe matériel végétal à Invenio. Voilà, et du coup, j'ai plusieurs adhérents d'Invenio qui ont de la production bio et certains qui sont présents ici aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre-là que je m'intéressais à cette réunion. Merci. Alice Richard. Oui, bonjour, Alice Richard pour Interfel. Je suis en charge notamment des dossiers en lien avec l'agriculture biologique. Merci. Marie-Cécile Vergniaud. Bonjour à tous, donc Marie-Cécile Vergniaud, Institut français des productions cidricoles. Donc je fais de la création variétale pour la filière pommes à cidre et à jus. Et je suis aussi membre de la commission fruitière du CTPS. Merci. Jean-Marc Audergon. Jean-Marc Audergon, INRAE Avignon, animateur du groupe fruits et représentant à la section espèces fruitières. Merci. Jean-Baptiste Ray. Je travaille au verger conservatoire de Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France, et je travaille avec des pépiniéristes. On a nous-mêmes un parc à bois et une petite pépinière. Merci. Les pépinières d'IMA. Pépinière d'IMA, Christophe Dima. Nous sommes pépiniéristes et rosiéristes à Berle-Châtel, à côté de Dijon. Pépinière d'arbres fruitiers en bio, pépins et noyaux. Et par ailleurs aussi, j'ai une casquette de président de la structure Est Horticole du réseau Astre d'Or. Merci. Bruno Esner. Oui, bonjour, Bruno Esner, je travaille chez Dalival et chez Dalival, je m'occupe notamment des questions réglementaires et je suis membre de la section CTPS des arbres fruitiers. Guillaume Bruno ensuite. Bonjour, Guillaume Bruno, chargé de mission valorisation du patrimoine fruitier pour espaces naturels régionaux. Je travaille avec Jean-Baptiste au Verger Conservatoire et on anime un réseau de 16 pépiniéristes dont certains s'interrogent en agriculture biologique. Donc ils s'excusent pour la plupart et attendent un petit compte rendu. Marie-Vincent du CTIFL. Bonjour à tous, Marie, ingénieure arbobio au CTIFL à Balandran. Frédéric Lantin ensuite. Oui, bonjour, donc Frédéric Lantin, gérant des pépinières Ribanjou dans le Maine-et-Loire, multiplicateur de petits fruits en bio depuis 2000. Merci. Jean-Pierre Lebrun. Oui, bonjour. Donc, je suis maraîcher en retraite et j'ai contribué à mettre en place la production de fraisiers bio dans les années 2000. Merci. Sébastien Lafont. Oui, bonjour à tous. Sébastien Lafont, pépinière Lafont, producteur de plants fruitiers sous forme de semences, porte-greffes et sions, ainsi que responsable du laboratoire de culture in vitro Eurostem. Merci. Thomas Grippon. Bonjour tout le monde, Thomas Grippon, pépinière Beaufort Jeune Plant, producteur de porte-greffes et de petits fruits dans le Maine-et-Loire, en agriculture bio depuis cette année.
Merci. Marie-Hélène Bernicot. Donc, je suis l'animatrice d'une commission du CTPS qui est dédiée à l'agriculture biologique, alors pour toute transversale à toutes les espèces. Hein. Et je suis là parce que je suis ravie qu'il y ait quelque chose qui avance au niveau des arbres fruitiers. Nous aussi. Ensuite, j'ai Mathieu Billotte, je pense. Mathieu tout court. Oui, bonjour. Mathieu Pasquereau, de la pépinière Le Goût des Arbres, une petite pépinière fruitière diversifiée en bio en Dordogne. Merci. Laurence Fontaine. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, je travaille au GEVES sur un projet sur l'évaluation de variétés pour des systèmes agroécologiques, dont le bio fait partie. Et puis, je participe régulièrement à la CISAB animée par Marie-Hélène Bernicot. Donc, j'apporte mon expertise sur le bio, puisque avant, j'ai travaillé 20 ans à l'ITAB en tant que directrice technique. Et merci pour cette réunion. Merci. Frédéric Coquelet. Oui, bonjour, Frédéric Coquelet, Espace Naturel Régionaux. Donc en fait, moi je suis en charge de l'expertise technique de l'opération Planton Décor, qui consiste entre autres à diffuser donc des variétés fruitières via un réseau de pépiniéristes en Haute-France. Voilà, donc c'est un peu pour pouvoir faire aussi mes connaissances dans ce domaine. Merci. Ensuite, Françoise. Françoise Faux, je pense. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Voilà, Françoise Faux. Moi, je suis responsable du Centre d'essais horticoles de Wallonie, donc en Belgique. Le centre est chargé d'encadrement technique et d'expérimentation en horticulture ornementale et en pépinière fruitière et ornementale. Donc, on encadre à peu près une centaine de producteurs pour ces deux sous-secteurs. Et on gère également un parc à bois. Donc, on diffuse du bois de greffe à nos pépiniéristes, bois de greffe qui est garanti au niveau identité variétale et pour certaines variétés au niveau virologique également. Alors, dans ce cadre-là, on travaille en partenariat notamment avec le CRRG de Villeneuve d'Ascq, donc le conservatoire variétal avec Guillaume et Jean-Baptiste, et on envisage très prochainement de passer une partie des pieds mers du parc à bois en bio pour pouvoir diffuser du bois de greffe bio. Voilà. Merci pour l'invitation de la petite Belge. Merci. Rudy Magne. Ah non, il est marqué en ligne. David Ray. Bonjour à tous, David Ray, je suis directeur du CEP, une association syndicale qui regroupe quelques pépiniéristes fruitiers qui sont autour de la table aujourd'hui. Merci. Claire Lefrançois. Oui, bonjour, Claire Lefrançois, je suis technico-commerciale chez les pépinières d'Alival. Merci. Ensuite, j'ai MNL. Le micro est allumé, mais on n'entend rien. Bon, désolé. Ensuite, on a Louise. Pareil, on n'entend rien. Ensuite, j'ai Myriam Codini. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Myriam Codini, donc champ d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Je suis conseillère Arbo. Et donc, je suis des producteurs qui sont en pêche, en production de pêche et de pommes en bio. Donc, je suis intéressée pour voir un petit peu comment ça va se passer sur les commandes de plants. Voilà. Merci. Merci. Et Samuel. Moi, bonjour, Samuel Souchet, pépinière de l'Arpenteur, petite pépinière en Aveyron en bio et en nature et progrès. Ok, merci.
Il y a quelques personnes, là j'ai juste des noms ou des lettres, donc on va peut-être passer aux présentations, et s'il y en a qui ne se sont pas présentés, vous pouvez le faire dans le chat en quelques lignes pour qu'on ait un peu une trace de votre présence et de votre nom. Et je vais laisser la parole à Chloé Kempen pour se présenter et puis enchaîner donc avec la présentation de l'état de la réglementation. Oui, merci du coup. Je me présente rapidement. Du coup, Chloé Kempen, je travaille à l'INAO en tant qu'animatrice de la commission semences et plants du CNAB. Je vais travailler sur tous les sujets qui touchent à la production végétale en bio, et donc notamment sur la compréhension et la mise en œuvre du nouveau règlement bio qui va rentrer en vigueur là au 1er janvier. Voilà. Et donc je vais vous partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ok, super. Du coup, l'idée, c'était de vous faire une présentation, pas rapide, mais des grandes lignes, en fait, de comment va s'appliquer le nouveau règlement bio et les grandes évolutions qu'il amène dans le secteur de la production végétale. Et surtout, ensuite, discuter, répondre un peu aux questions en espérant qu'on puisse apporter des réponses. Voilà, donc je voulais approfondir 3 points, donc les grandes lignes, une présentation rapide des évolutions qui seront liées à la base de données semences biologiques et la gestion des dérogations, et ensuite on pourra échanger sur les problématiques rencontrées dans le secteur fruitier en bio. Donc, je vais décaler ça. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un rappel au niveau du règlement bio, ce qu'on avait appelé le MRV, les matériels de reproduction des végétaux. Donc ça englobe en fait les végétaux et toutes les parties des végétaux, y compris des semences, à tous les stades de leur croissance, et qui sont capables de produire des végétaux entiers destinés à cette fin. Donc la grande nouveauté en fait, c'est que désormais ce qu'on va appeler les MRV, ça va s'étendre en fait non plus qu'au secteur semences, mais aussi à tout le règne végétal, dont le secteur arboricole et les espèces viticoles. Donc cette nouveauté, elle entraîne des changements aussi sur la base de données semences biologiques, où avant, en tant qu'opérateur, vous pouvez aller voir les disponibilités en semences, et que désormais les secteurs viticoles et viticoles vont aussi aller déposer leurs offres de plants bio, et l'opérateur aussi aller les contractualiser via cette base de données. Donc le nouveau règlement aussi amène des nouvelles catégories de semences et plants. On a les variétés bio, on a aussi des variétés qui sont en conversion à partir de la 2e année, qui pourront être commercialisées sous la mention en conversion. On a le matériel hétérogène biologique, et on a aussi, donc ça viendra plus tard, dans quelques années on espère, les variétés biologiques adaptées à la production biologique. Au niveau des plantes mères, donc le nouveau règlement oblige en fait l'utilisation et la production de porte-greffes et de greffons bio désormais. Donc une période de conversion pour produire des plants biologiques, donc c'est 2 saisons de végétation pour les cultures pérennes conducteurs bio. Et on a enfin, comme je disais, donc la nouveauté, la possibilité de vendre du MRV donc en conversion à partir de la 2e année, donc après 12 mois de conversion. Voilà. Je vous ai remis rapidement la définition d'un plan bio, donc porte-greffe biologique et greffon bio. Le plan est conduit selon les règles de production exigées par le règlement bio, et donc tous les intrants doivent être utilisables en agriculture biologique. Excusez-moi, Jean-Baptiste Ray, je vous permets de vous interrompre. Il y a 3 personnes qui ne parlent pas, qui ont des micros ouverts. Il y a plein d'échos. Est-ce que chacun, on peut fermer nos micros Merci. Ok, ça semble être bon. Je vous ai remis, donc c'est la partie un peu imbuvable si on peut dire, mais le point en fait du règlement qui exige désormais la production des plantes mères en conduite biologique. Donc voilà, c'est à l'annexe 2 partie 1, vous aurez la référence. Si par curiosité vous voulez aller les voir, ce sera possible.
Donc ça, c'est juste d'autres points réglementaires que je voulais spécifier en production végétale. C'est un peu des exceptions. Enfin, on a donc une interdiction de production hors sol en agriculture biologique. Le règlement spécifie uniquement 2 exceptions sur ce point-là. Donc, c'est pour les plantes ornementales et aromatiques qui sont destinées à être vendues en pot au consommateur final, et aussi pour les cultures en conteneurs de plants à repiquer ou à transplanter. Voilà. Actuellement, c'est les 2 exceptions qui existent sur ce principe-là. On a aussi une priorisation de l'utilisation du type de matériel de reproduction des végétaux qui est introduit dans le règlement. Donc désormais, en tant qu'opérateur, on a toujours l'obligation d'utiliser du matériel bio. Si on n'a pas la disponibilité en quantité et en qualité, on se rabattra sur du matériel en conversion. Et donc si pareil, on n'a pas de disponibilité sur du matériel en conversion, on se rabattra sur du conventionnel mais non traité post-récolte. Voilà, il y a vraiment ce système de cascade qui est aussi introduit et qui oblige à utiliser chaque catégorie de matériel les unes après les autres s'il n'y a pas de disponibilité. Voilà, donc je spécifiais que ces exceptions, elles concernent le plant et pas la plante mère, donc qui, elle, doit être bien produite en pleine terre. Et on a un cap aussi de fin des dérogations, de l'ensemble des dérogations qui est fixé par le règlement pour 2036. Pour ce qui est de la base de données semences biologiques, je ne sais pas à quel point elle est connue dans le secteur arboricole. Je pense que c'est nouveau étant donné que les espèces arbos vont intégrer cette base qui va d'ailleurs être renommée et s'appellera semences et plants biologiques au 1er janvier. Donc pour les grands changements qui découlent en fait sur son fonctionnement, donc c'est l'intégration des espèces viticoles et arboricoles. Donc les espèces arboricoles seront en statut de dérogation possible, c'est-à-dire qu'il faudra référencer et justifier le pourquoi on utilise des plants non bio dans la base de données pour pouvoir les utiliser. Voilà, c'est une manipulation administrative pour l'instant qu'on exige pour pouvoir référencer en fait les quantités qui vont être utilisées. Et sur certaines espèces, si on a des disponibilités en bio, et ben tout simplement on pourra, l'opérateur qui souhaite planter des plants bio pourra les utiliser. Donc on a les 4 catégories de MRV dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure qui vont aussi être intégrées sur la base de données. On a du coup une modification plus en arrière, ce sera pas forcément visible pour l'opérateur, mais c'est un fonctionnement qui sera partagé avec CMAE, le CTIFL et France Agrimaire. Donc chaque organisme sera responsable de son secteur en fait où il est compétent. Pour les offres fournisseurs, on a désormais aussi l'obligation de renseigner les quantités spécifiques sur les semences et plants qui sont mises à disposition des opérateurs. On a des nouvelles gestions de dérogation, donc sur les dérogations exceptionnelles, mais ça concerne le secteur plus semences. On a cependant la règle des 18 mois pour les cultures pérennes, donc c'est-à-dire que lorsqu'un opérateur voudra utiliser un plan bio, il devra enregistrer sa dérogation sur le site. Et donc, ça permettra en fait de contractualiser en fait avec le pépiniériste. Cette période est faite vraiment pour contractualiser le plan et ne pas se retrouver avec des opérateurs qui souhaiteraient juste aller regarder la disponibilité la veille sur le site et utiliser des plans non bio. Donc voilà pour la base de données. Donc je vais pas me répéter pour ce qui se passe avant le 1er janvier, mais à partir du 1er janvier, donc voilà, c'est ce que je disais. Donc on a les espèces arboricoles qui sont en dérogation possible, et on a cette période de 18 mois qu'il faudra communiquer à l'ensemble de la filière pour que personne ne se fasse prendre de court sur ce délai-là. Donc je viens plus sur les problématiques en fait actuelles dont on va peut-être pouvoir parler derrière un peu plus. Qui sont rencontrés en fait entre l'adéquation avec ce nouveau règlement bio qui oblige la production en pleine terre des pieds-mers et le règlement santé des végétaux qui lui en fait exige des seuils de tolérance et de maladies à respecter imposés pour avoir des plants sains. Donc on a en fait une sorte d'inadéquation entre ces 2 règlements, si je comprends bien, qui se posent. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont en cours avec plusieurs instituts, le ministère. Ça a déjà été fait remonter à la Commission européenne plusieurs fois, même l'an passé. On espère avoir des retours bientôt. On a fait remonter une NAF, donc une note aux autorités françaises pour trouver une solution technique et juridique récemment. Voilà, on est en attente de retour sur ce point pour trouver des solutions. Et voilà, je termine en fait sur juste une note d'information avant qu'on passe aux échanges.
Pour voilà, les guides de lecture, en fait, sur le site INAO, vous avez un certain nombre de renseignements sur des textes réglementaires et notamment ce qu'on appelle le guide de lecture qui reprend en fait et bien clarifier des points du règlement pour les rendre intelligibles. Voilà, donc il a été mis en ligne là récemment et actualisé avec la nouvelle réglementation de 2022. Donc ce guide de lecture, il ne crée pas de nouveaux droits, il vient juste vraiment clarifier les points qui ne sont pas dans le règlement. Donc ça vise une harmonisation de l'application de ce règlement au niveau national et européen. Il est utilisé par les OC dans l'application des règles européennes et nationales. Il est aussi utilisé par vous, opérateurs. Et voilà, vous pouvez vous en prévaloir. Je vous ai mis le lien et j'enverrai également la présentation pour qu'elle puisse être diffusée à tous par la suite. Et voilà, je vous remercie. C'était tout. Peut-être si vous avez des questions maintenant. Merci Chloé. Alors peut-être poser les questions par écrit éventuellement et on essaiera de les organiser. Donc il y en a deux pour l'instant, à savoir pour clarifier, Myriam Codini donc, qui demande si les dérogations sont à demander s'il n'y a pas de disponibilité en plan bio. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon écran. Mais je crois que oui, c'est bien la logique hein, de passer commande 18 mois à l'avance via l'interface présentée. Et si à terme, donc il n'y a pas de disponibilité, il y aura une dérogation possible. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Jean-Marc Odergon demande qui alimente la base de données et sur quelle base? La base de données, donc c'est encore en construction. CMAI chapeautera le tout et donc l'alimentation, elle est censée être faite par les co-gestionnaires, donc les nouveaux que je vous ai présentés, donc France Agrimaire pour les espèces viticoles et CTIFL pour tout ce qui sera arboriculture. Donc il y a quelques commentaires sur la demande d'anticipation de 18 mois qui semble compliquée, donc qui semble ingérable. Donc je ne sais pas si Jean peut préciser un peu par écrit ou éventuellement à l'oral le type de complication que ça présente. Éventuellement prendre la parole. Oui, bonjour. Je trouve que 10 mois, c'est très long. Il y a des projets de plantation qui ne sont pas prévus 18 mois à l'avance. C'est une lourdeur très importante. C'est rare qu'on ait des commandes de 18 mois à l'avance. C'est l'exception. Oui, c'est une règle, effectivement, on entend cet argument aussi venir, mais c'est pour organiser au mieux aussi et permettre de développer la filière plan bio dans le sens où c'est compliqué aussi également d'utiliser, de se rendre sur le site et de trouver en fait les plants, les variétés que l'opérateur souhaitera planter en bio si elles n'ont pas été commandées au préalable. Ça fait pas l'unanimité comme règle, hein, je comprends, mais c'est aussi voilà, c'est un moyen qui a été trouvé au sein de l'INAO pour pouvoir quand même pas verrouiller la filière, mais aider à la production de plants bio. Effectivement, je prends la parole pour dire que c'est compliqué, parce que les producteurs prennent leurs décisions souvent, je dirais, 6 à 8 mois, 10 mois avant de planter, et ils se décident à ce moment-là avec des devis. Ensuite, les devis servent à faire des dossiers de plantation qui sont envoyés à France Agrimaire. Si les producteurs doivent commander ou faire des devis 18 mois à l'avance, c'est toute une organisation même sur
les dossiers à faire qui sont chamboulés, quoi. Donc ça va être compliqué, je crois. Mais si je peux me permettre, il ne s'agit pas de devis, il s'agit en fait de mieux anticiper son projet de plantation, donc de mieux choisir ses variétés, ses porte-greffes, de vérifier avec des pépiniéristes sur le site la possibilité d'être fourni et à terme donc d'avoir ou pas la possibilité de se fournir en plan bio. Et seulement à ce moment-là, donc le producteur pourra établir ses devis et ses démarches de soutien à France Agrimaire, mais 18 mois à l'avance, ça permet aussi de mieux mettre en adéquation la demande avec l'offre, donc d'adapter aussi le catalogue des pépiniéristes, de faire des commandes un peu individualisées. Et pour les arboriculteurs, de mieux maîtriser le choix de leur matériel végétal, quoi. C'est tout à fait l'esprit, oui. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez imposer un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à la pratique de la profession. Et après, 18 mois avant, ça suppose aussi que le pépiniériste a sous le coude disponible les greffons et les porte-greffes adéquats. Donc, en fait, dans le monde réel, ça se passera pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que effectivement là c'est un changement de pratique, d'habitude. On garantit pas que effectivement ce soit très fluide, mais justement une commande d'un lot peut permettre à un pépiniériste qui n'a pas forcément les porte-greffes et les variétés de les trouver pour fournir un arboriculteur en ayant ce délai qui lui permet de produire ses sions. Ça demande un peu un changement de pratique, une meilleure anticipation, mais pour avoir un matériel végétal, encore une fois, plus adapté à la demande de l'arboriculteur. Est-ce que vous vous êtes amusé, entre guillemets, à mettre en rapport le nombre de plants qui sont en dérogation et le nombre de plants bio disponibles? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. De comparer l'offre de plants bio par rapport à l'offre à la quantité de plants qui sont mis en bio et qui demandent une dérogation puisqu'il n'y a pas de plan bio. J'avoue ne pas avoir la visibilité en fait sur le secteur, savoir quelle espèce est disponible en bio ou pas. Donc je ne me représente pas. Je sais qu'il y a quelques espèces où il y a des disponibilités, mais je n'ai aucune idée de ce volume. Donc moi, ce que je pense en tant que pépiniériste, c'est qu'il se plante des centaines de milliers d'arbres non bio et qui sont en conversion bio. Je parle beaucoup, par exemple, en pommier. Je pense que c'est des quantités très importantes. Et qu'en face de ça, il y a un disponible en pommier bio qui est totalement ridicule. Il n'y a aucun rapport entre les besoins et l'offre. Oui, on parle d'une situation actuelle. On est bien là pour faire évoluer les pratiques, la réglementation et le disponible en bio. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter sur une situation actuelle qui aujourd'hui escalée, mais qui devra évoluer. Donc, il y a quelques autres questions dans le chat qui ont été posées par d'autres personnes, notamment Sébastien Lafont. Donc, 18 mois le calendrier dès lors qu'il y a une disponibilité en porte-greffe, mais faut-il avoir des porte-greffes donc 1 an à 2 ans supplémentaires suivant le type de porte-greffe. Donc, faut-il aussi anticiper les commandes, d'autant plus qu'on veut avoir des porte-greffes bio, si j'ai bien compris la question. Oui, c'est parfaitement ça. Si les 18 mois, ça correspond à la mise en place d'une pépinière qui va être greffée. Et pour ça, il faut avoir les porte-greffes et les greffons si on fait du greffage sur table.
Et pour avoir des porte-greffes, soit sous forme de semis ou d'autres formes, il faut déjà avoir une anticipation au minimum d'1 an, voire 2. Donc, ce qui va rallonger les délais de fourniture et de besoins nécessaires. Je ne sais pas si Chloé Kempen veut répondre quelque chose là-dessus. Non, je ne sais pas. Oui, effectivement, ça rallonge les délais, mais il faudra. En fait, tout devra être converti. Ça va forcer à des conversions effectivement plus rapides en bio de ces secteurs-là aussi. Ouais. Et pour compléter, je pense qu'effectivement, ça amène à avoir plus de producteurs de porte-greffes en bio. Alors, soit les grosses pépinières peuvent avoir cette production de porte-greffes en adéquation avec le cahier des charges de la bio. Soit ce sera des opérateurs spécialisés, comme certains s'y mettent déjà en France ou en Belgique, qui pourront fournir les pépinières qui font le greffage sur table, quoi. Auquel cas, il me semble que ça augmente pas forcément le délai d'anticipation des 18 mois. Mais encore une fois, c'est un scénario qu'on imagine, qu'il nous faut accompagner, qui peut permettre aussi de structurer la filière et d'augmenter le nombre d'acteurs sur la production de parcs à bois, de pieds-mers, des porte-greffes et des sions au final, quoi. Est-ce qu'il n'est pas envisageable d'adapter la période de conversion pour que cette période de conversion démarre à partir de la mise en place de la pépinière agreffée en parcelle? Moi, je me questionne aussi sur les porte-greffes en premier lieu. Je pense qu'on est de nombreux acteurs en fait qui vont aller faire de la vente pour des professionnels, pour des particuliers. Et la question se pose surtout pour moi pour le porte-greffe en premier lieu. Après, c'est une chose, déjà d'avoir la disponibilité des porte-greffes, du matériel végétal de base et du greffon. Et ensuite, après, nous, notre production en elle-même. Ce sont deux éléments pour moi parce que ça veut dire que c'est 3-4 ans en fait, entre le semis du porte-greffe, Cécile Dufranc, jusqu'à la vente de l'arbre fini. Donc là, on a un temps très long en fait, qui n'est plus de 18 mois. Et donc l'anticipation pour un marché auprès d'arboriculteurs qui veulent innover sur des variétés plus modernes, créées par l'INRA ou autre, est très complexe à gérer avec cette échéance de 18 mois. Oui, je pense que ça a été précisé, mais c'est une question aussi de Françoise Faux. On est bien sur un régime donc de 2022 à 2035, un régime un peu encore dérogatoire sous réserve que le disponible ne soit pas là. Et c'est cette période aussi qui doit nous permettre de lever tous ces freins, toutes ces difficultés, d'augmenter la production de porte-greffes, d'améliorer la gestion technique en pépinière, en gardant une bonne qualité sanitaire des plants. Donc on a une petite quinzaine d'années pour améliorer tout ça et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de dérogation en 2035. J'ai posé la question de la compatibilité du règlement bio. Excuse-moi, Jean, il y avait une question de Jean-Marc Audergan. J'essaye un peu de gérer les différentes sollicitations qu'il peut y avoir. Jean-Marc demandait si le passage par la base de données était obligatoire, s'il est anonymisé, et comment vont se faire du coup les relations entre producteurs et pépiniéristes. Est-ce que l'INAO a envisagé ça? Alors, il n'est pas obligatoire, hein, mais disons que c'est un outil, en fait, c'est un site où on crée un compte personnel comme n'importe quel site.
Et ça nous permet de voir en fait derrière d'aller acheter, voir les disponibilités et avec les renseignements, enfin de renseigner nos informations et d'y trouver ce qu'on a envie de chercher. Après, on n'est pas obligé de passer à travers, c'est juste que c'est un outil pratique pour avoir une visibilité d'ensemble au niveau national ou régional. Voilà, après, c'est pas anonyme. Donc, effectivement, il faut créer un compte utilisateur, mais c'est simple d'utilisation, si on peut dire. Mais si on n'utilise pas la base de données pour avoir la dérogation, comment il faut faire du coup? Ah, pour la dérogation, si, il faudra passer par la base de données. Après, pour acheter des plans bio, vous n'êtes pas obligé, enfin, entre guillemets, de passer par la base. C'est-à-dire que si votre voisin vend du plan bio, vous pouvez aller directement, enfin, voilà, faire passer commande avec lui. C'est ça que je veux dire. Guillaume Bruno, petite question. Donc, admettons que je sois pépiniériste, je déclare sur la base de données 1000 Golden Bio ou une variété plus tolérante sur la base de données. Forcément, dans la période des 18 mois ou juste à la suite, il n'y aurait pas de dérogation possible pour planter des plants non bio puisque j'ai mis mes 1000 sions disponibles sur la base de données. Je ne sais pas si j'étais clair. Si vous le mettez en tant qu'offre, vous voulez dire? Oui, en tant qu'offre. Ça voudrait dire que les dérogations pour ces mêmes plans ne peuvent pas être établies puisque l'offre existe. Oui, voilà, c'est ça. Bah, vous commercialisez vos plans, donc ces plans doivent être utilisés. Donc, ceux qui vont vouloir vous acheter vos plans vont aller regarder sur la base de données et les acheter. Donc on est bien d'accord que dans le même temps, il n'y a pas de dérogation possible pour les mêmes variétés, les mêmes porte-greffes et qui seraient Pardon, j'ai pas entendu la fin. Je disais, on est bien d'accord qu'il n'y aurait pas de dérogation établie si, sur le marché, il existe l'offre. C'est-à-dire que tout pépiniériste qui met, je dis n'importe quoi, un énorme pépiniériste, un gros pépiniériste qui met énormément d'arbres sur le marché, des variétés courantes utilisées en agriculture biologique, sur le marché français, on est obligé de faire appel à ce pépiniériste-là. On verrouille un petit peu le marché. On ne peut pas faire appel à on ne peut pas avoir de dérogation. Voilà, oui, c'est ce que je disais, c'est le règlement bio qui l'impose, c'est quand il y a des disponibilités en bio, on se doit de les utiliser. Donc c'est bien ça. Il n'y a pas de préférence régionale ou de préférence nationale au cas où ce soit un pépiniériste étranger qui inonde un peu la base de données et qu'on se retrouve obligé d'acheter à l'étranger? Oui, c'est le cas. On a nos homologues frontaliers là, qui sont en mesure de proposer peut-être, je ne sais pas, des milliers de plants bio au détriment des petits pépiniéristes bio locaux. Après, vous pouvez faire un choix. Si vous souhaitez aller acheter des plants bio chez le pépiniériste local, rien ne vous empêche de le faire plutôt que d'acheter ceux qui viennent du pays étranger à côté. L'important, c'est que le plant soit bio. Si vous avez le choix. Ils ne sont pas bio en l'occurrence en France, j'ai bien compris. Bah, dans ce cas-là, oui, il faudra prendre l'offre effectivement qui est répertoriée sur le site. Mais je pense qu'un gros opérateur ne pourra pas fournir la diversité de variétés avec la diversité de porte-greffes et donc répondre à la diversité des demandes. Donc il y a peut-être effectivement quelques variétés phares utilisées en bio qui seraient peut-être un peu accaparées entre guillemets par un gros faiseur. Mais toute une diversité de matériel végétal qui pourrait être proposé par d'autres pépiniéristes plus petits, quoi. Oui, après, voilà, la dérogation devient possible dans la mesure où quand votre plan, s'il correspond ni en quantité et en qualité, c'est par qualité du coup là dont on va parler, c'est si ça ne correspond pas à la variété que vous voulez, voilà, il y aura une dérogation qui sera possible, effectivement. On ne va pas vous obliger non plus à compter des espèces que vous ne vouliez pas non plus et qui ne sont pas disponibles.
Bon, bonjour, excusez-moi, c'est Raphaël Joly, c'est juste une question. Vous parlez uniquement des porte-greffes, des plants, ou alors des arbres, des sillons déjà greffés, ou c'est pas clair là. Je comprends pas. Allô? Oui, on entend. Vous entendez? Vous parlez uniquement des porte-greffes ou alors de sillons, enfin c'est ça que je comprends pas. Ça concerne uniquement le type de production dont on parle, c'est uniquement les producteurs de porte-greffes ou les pépiniéristes qui vont mettre tant d'arbres enfin, c'est ça. Là, Voilà. là, quand on parle de la base de données de plans bio à utiliser, c'est le plan final, c'est celui qui va être planté chez l'opérateur qui est engagé en bio et qui va avoir un verger. Mais du coup, enfin, vous parlez pas uniquement des porte-greffes là. On est d'accord. Non, on parle des scions, oui. Oui, d'un couple porte-greffe variété, en fait. Ok. C'est ça qui va être mis à disposition sur la base. Mais vu qu'il n'y a pas d'obligation d'acheter quelque chose de bio, déjà, les acheteurs peuvent acheter. Ça concerne uniquement un acheteur qui voudra acheter un arbre bio. C'est bien ça. Un producteur bio, oui. Oui. Merci. J'ai pas compris la question de Marie-Vincent. Du coup, quelle gestion des couples porte-greffes greffons sur la base pour les commandes? Je pense Oui, que les pépiniéristes. Oui, vas-y. je me posais juste la question parce que pour utiliser la base en légumes, ça me paraît pas du tout adapté à la gestion en arbo, notamment pour cette question de greffons et de porte-greffes bio. Et parfois pour des producteurs dans des situations un peu spécifiques qui ont des demandes très particulières sur les couples. Et donc voilà, je me demandais juste comment c'était, si c'était envisagé qu'il y ait un aménagement sur la base de données pour que ça puisse être plus facile à utiliser pour les producteurs. Ou si effectivement il y aurait une présentation juste de la disponibilité en couple déjà constitué. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais que c'est des discussions qui sont en cours entre justement le CTDFL et CMAE pour voir comment afficher cette offre sur la base de données. Oui. C'est pas encore transparent pour moi, mais ça se passe entre CMAE et CTDFL pour voir comment gérer l'interface et l'offre qui sera disponible. Ok. Oui, moi, il m'a semblé que c'était les pépiniéristes qui mettaient le disponible, donc en sion, donc à la fois pour chaque sion, la disponibilité du porte-greffe et du greffon, quoi. Donc on peut se dire disponible comme on le trouve dans les catalogues de pépiniéristes aujourd'hui, quoi. On peut se dire que du coup, pour toutes les commandes spécifiques, ça sera forcément une dérogation, une demande de dérogation. Non, si c'est une commande spécifique qui est faite plus de 18 mois à l'avance, un pépiniériste peut s'engager à honorer la commande. Mais elle apparaîtrait pas sur le site. C'est ça qui me pose question, c'est si on affiche. Les porte-greffes, en fait, apparaîtraient-ils en fait au niveau de la base de données? Que je me demande. Je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si Olivier, peut-être tu as la réponse. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'avais noté une réunion à 11 h, donc j'arrive avec un petit peu de retard. Donc je me présente, je suis responsable du pôle agriculture biologique. Je pense que oui, enfin, c'est prévu, mais bon, de toute façon, la base elle reste à construire. Hein. Je pense que ce qui est bien prévu, c'est, il me semble, que dans l'instar de ce qui se passe en Viti, un couple porte-greffe variété qui sera affiché avec une possibilité donc de rechercher sur les deux critères, puisqu'un des principes forts de la bio, c'est l'adaptation au terrain. Donc le côté porte-greffe a tout autant son importance que le côté greffon. Je parlais simplement du porte-greffe en tant que pépiniériste et d'avoir ma ressource en porte-greffe disponible sur la base de données et non pas du couple. Ah,
Uniquement le porte-greffe. Tout comme la semence de pommier, c'est dur à trouver en bio. Du coup, l'information, elle serait donnée pour le pépiniériste qui va utiliser le porte-greffe Tout à fait, l'opérateur professionnel. D'accord, on est plus sur le producteur en arbo. C'est vrai que je pense pas que ça soit prévu. C'est vrai que nous, quand on conçoit nos bases de données, elles sont très orientées aux opérateurs de la production. Ça vaut aussi, par exemple, pour les bases de données animaux qu'on est en train de mettre en place. On n'a pas prévu pour les étages de sélection, multiplication et croisement. Mais bon, ça, après, qui peut le plus, peut le moins. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire au niveau réglementaire si on le fait. Mais c'est un échange à avoir sur une base volontaire avec le CMAE. Ça paraît aller dans le bon sens en tout état de cause, qui est l'offre en porte-greffe également. Mais je ne sais pas comment le marché est organisé, comment se font les contacts aujourd'hui entre les différents pépiniéristes. Mais oui, pourquoi pas. Je pense que c'est pas très compliqué de créer cette catégorie-là. Il faut voir avec CMAE. En tout cas, moi, comme ça, de but en blanc, je serais plutôt ouvert pour prévoir cette évolution-là. L'objectif des bases, c'est pas tant de gérer les dérogations, c'est que de faire en sorte que l'offre en plan bio soit facilitée et que les demandeurs puissent se trouver facilement acheteurs. Et donc, ça suppose effectivement que aussi on mette en évidence l'offre en porte-greffe, s'il y a des porte-greffes bio. Et encore en amont, donc, sur la semence de porte-greffe ou le matériel de reproduction, c'est-à-dire ne serait-ce que des boutures, des pieds-mères, des marcotières, comme disait un des Monsieur Lafont. Oui, pourquoi pas, sur le principe. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de temps et de coût, mais à voir si ça peut être fait. Oui, je pense que ça va se mettre en place quand même au fur et à mesure. On a encore une fois 15 ans. La base de données elle est en train de se structurer, elle sera évolutive en fonction à la fois des demandes du terrain et peut-être qu'il faudra plus de rencontres comme celle-ci pour faire remonter toutes les questions, tous les cas particuliers de chaque pépiniériste. Et voilà, sur les premières années, à partir de 2022, il y aura sûrement pas mal d'évolutions à apporter et de choses à réfléchir ensemble. Il y avait une question autour de la période charnière justement de 2022, à la fois pour les pépiniéristes et pour les producteurs qui n'ont pas forcément pu anticiper leur commande de 18 mois, donc qui veulent planter soit début 2022, soit l'hiver prochain. Comment ça va se passer pour cette période de transition? Est-ce que vous avez des réponses? Vous pouvez préciser la question qui se pose pour vous? À la fois pour un arboriculteur, s'il veut planter début 2022, donc on serait en théorie dans la nouvelle réglementation, ou l'hiver prochain, mais bon voilà, la réglementation elle entre en vigueur au 1er janvier, donc c'est au 1er janvier qu'il faut anticiper de 18 mois, mais s'il veut planter en décembre 2022, il n'aura pas pu anticiper de 18 mois. Donc il ne pourrait pas en théorie acheter des plants non bio et les trouver en bio, quoi. Voilà. Bon. On peut difficilement lui imposer une règle s'il n'a pas eu le temps de s'organiser pour la mettre en œuvre. Donc ça, je pense qu'on gérera comme on sait le faire d'habitude avec plutôt pragmatisme. L'idée, c'est déjà d'amorcer sur le principe on contractualise le plus en amont possible. Donc là, pour moi, l'idée, c'est voilà, on va s'assurer avec les pépiniéristes que l'offre sera disponible de manière à ce qu'ils puissent s'engager dans la production de ces plans-là. Et après, on saura gérer avec pragmatisme. On va pas refuser des dérogations à ces personnes-là, sachant que cette règle des 18 mois, c'est une règle de gestion nationale qui a pour but de faciliter, de structurer
les échanges entre les producteurs et les pépiniéristes. Et donc, on a une liberté d'appréciation quant à sa mise en œuvre dans cette phase de transition. Après, en routine, il faut que ça fonctionne normalement. Donc ça, en tant qu'autorité compétente, on peut vous dire que il n'y aura pas de difficulté là-dessus pour les opérateurs. L'idée, par contre, c'est que maintenant, à partir de maintenant, tout le monde joue le jeu et qu'on commence à contractualiser. Et de la même manière pour les pépiniéristes, je crois que Guillaume Bruno, lui, était un peu concerné par des pépiniéristes qui achetaient du matériel d'origine pour préparer leur scion pour 2022. Je ne sais pas s'il veut témoigner et formuler sa question du point de vue du pépiniériste sur cette période charnière. Oui, ma question, effectivement, on organise des commandes groupées pour les pépiniéristes des Hauts-de-France, dont certains s'interrogent sur le passage au bio. Je suppose que à entendre l'exposé qui a été fait, il faut que dès maintenant, les porte-greffes soient commandés pour fabriquer des arbres d'ici 2023. Mais effectivement, entre-temps, il n'y a pas de... Il y a un flou, quoi. Mais j'ai des producteurs qui veulent planter en bio en février. Comment ça fonctionne, quoi? Les arboriculteurs. Hein. Oui, ces arboriculteurs-là, ils vont constater qu'il n'y a pas d'offre qui peut être structurée. Ils auront leur dérogation. Il faudrait... Pardon, allez-y. Excusez-moi. Non, il faudrait peut-être. Alors moi, je suis moins un spécialiste que Chloé encore de ces sujets-là, mais voir comment on peut. L'idée, c'est évidemment pas de sanctionner les opérateurs, c'est d'accompagner la montée en puissance vers utiliser plus de plans bio. Donc l'idée, c'est pas qu'il y ait des blocages réglementaires. On a un pouvoir au niveau de l'INAO, c'est quand même de donner des instructions aux organismes certificateurs et de leur dire, là, c'est possible d'avoir la dérogation ou pas. Et on peut être très réactif en la matière. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Les phases de transition, en général, on sait gérer. C'est plutôt aller vers l'objectif qui est de 100% de plans bio le plus vite possible qui nous inquiète. Mais après, s'il y a des difficultés techniques sur le terrain, vous nous les faites remonter. Alors, bon, vous avez compris, Chloé va nous quitter, donc il va y avoir une petite phase de latence. Ça va être un petit peu plus difficile à gérer, parce que moi, en tant que responsable de pôle, j'ai quand même beaucoup d'autres sujets. Mais on saura traiter ces situations-là. Il ne faut pas faire remonter des sujets d'inquiétude aux opérateurs. Hein. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Si on est en situation de difficulté, on offrira les dérogations. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un quitus pour dire on ne fait rien. Non, il faut avancer. Ouais, moi, je reviens sur ce qui a été évoqué en tout début de réunion, les réflexions à juste titre sur la façon dont réellement ça se met en place un verger sur le terrain, comment raisonne un arboriculteur. Et là, je pense que l'interprofession doit communiquer très largement sur justement ces 18 mois d'anticipation, parce que concrètement, en tout cas chez nous, des petits producteurs, des arbos de moins de 10 hectares en bio, ça résonne presque, on arrache 2 lignes d'arbres et on les plante dans 2 mois. Quoi. En gros, ils vont appeler les pépiniéristes en disant il me faut 300 sions de telle variété, 400 de celle-ci. Et donc, il va falloir vraiment que ça rentre dans les mentalités. Et là, je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire pour que tout le monde anticipe très largement, pas du tout dans les mentalités, dans les pratiques. Non, on vous rejoint sur cet objectif-là. Hein. Notre rôle premier, sans que de sanctionner, c'est de faire de la pédagogie. Et donc, effectivement, on est à votre disposition et c'est aussi l'objectif de ce type de webinaire pour que vous explicitez les règles, qu'elles soient bien comprises. Et puis après, il faut trouver des relais pour diffuser l'information. Bien évidemment, on est partant. Il y avait une préoccupation aussi, je crois, sur le fait que
le matériel d'origine devait être donc à la fois en bio et en pleine terre. Et donc, ça avec toutes les complications que ça suppose au niveau technique et au niveau de la quantité disponible, en tout cas les premières années. Et donc, par rapport à ça, il a été fait une demande, enfin une proposition de la Commission européenne qu'il puisse y avoir une catégorie de matériel autorisable en bio qui ne répondrait pas complètement à la demande initiale, mais qui serait malgré tout autorisable en bio. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus? J'allais me tourner vers Chloé. Non, c'est ce que je vous ai dit à la fin. En fait, on n'a pas encore eu de retour de la Commission européenne, donc on attend les éléments. Et les informations ont été remontées. Oui, voilà. Alors j'espère que je ne vais pas être coupée. Je suis désolée si c'est le cas. Donc on a effectivement eu avec François, Chloé et la DGPE des discussions avec la Commission pour leur faire remonter un certain nombre de problèmes donc, qui sont issus de nos discussions avec les pépiniéristes, notamment le fait que de la faible disponibilité, par exemple, de porte-greffes biologiques qui sont obligatoires du coup pour monter un plan biologique. Des difficultés également pour pouvoir appliquer à la fois le règlement santé des végétaux dans une pépinière et un itinéraire technique biologique, d'autant plus si tous les plants doivent être en pleine terre. Et puis une possible incompatibilité entre les directives de certification des plants, donc certification par le CTIFL, et ce règlement biologique, puisque en certification, donc, on nous impose d'avoir la plante mère initiale en pot et en insecte-proof. Et dans le règlement biologique, il est écrit que les plantes mères qui conduisent à la fabrication de plantes biologiques doivent être cultivées dans des conditions biologiques. Donc là, potentiellement, il y a aussi une incompatibilité. Et comme ça a été dit dans le chat, aujourd'hui, pour être éligible à des subventions de replantation des vergers données par France Agrimaire, il faut utiliser des plants certifiés. Donc, toutes ces questions-là ont été remontées à la Commission, notamment en ce qui concerne la certification. On a demandé de clarifier ce qu'ils appelaient plantes mères dans le règlement biologique. Est-ce que c'est vraiment la toute dernière génération dont est issu directement le sion? Et dans ce cas-là, en général, on est en pleine terre, donc il n'y a pas de souci. Ou vraiment, est-ce que ça doit remonter toutes les générations de multiplication? Et donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore claires, qui sont en cours de discussion. Donc voilà, malheureusement, comme Chloé, aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations, malgré le fait que le règlement entre en vigueur au 1er janvier. Il faut savoir qu'il y aura encore des choses qui vont bouger quoi, sur la mise en application concrète. Donc moi, ce que j'entends de Monsieur Catroux, c'est que donc s'il y a des difficultés sur le terrain, vous allez pouvoir passer des messages aux organismes certificateurs pour avoir un peu de tolérance voilà, sur la production des plants bio pour la prochaine année, par exemple. Oui, c'est des choses qu'on sait gérer. Hein. D'ailleurs, c'est ce que le règlement bio lui-même prévoit avec ses dispositifs de dérogation. C'est d'accompagner une montée en puissance de l'utilisation de MRV bio. Donc, on saura faire après l'important. J'allais dire l'important pour nous, c'est que les messages nous arrivent de manière structurée et cohérente au niveau des filières. Alors, pas forcément sur le secteur des MRV, mais ce qui est assez confusant pour nous en tant qu'autorité compétente, c'est que des fois, on entend des discours un petit peu contradictoires et donc, du coup, on perd beaucoup de temps dans les processus de décision. Donc, des instances comme ce type de webinaire sont là justement pour faire émerger des points de consensus et de comment on va gérer cette année de transition.
Et je vous ai coupé. Donc là, par exemple, des pépiniéristes qui seraient certifiés biologiques, en 2021, mais qui n'ont pas pu encore se mettre dans les clous pour suivre exactement le règlement au 1er janvier 2022, est-ce qu'ils risquent de perdre leur accréditation agriculture biologique ou pas? Ben, il faudrait voir, parce qu'après, il y a un catalogue national des mesures donc qui est mis en œuvre par les OC, qui est supervisé par le service contrôle. Il faudrait voir dans quelle mesure le manquement est grave ou pas. Ou est-ce qu'on peut moduler la mesure ou non. Donc, c'est à traiter un petit peu au cas par cas, avec des grands. On ne peut pas vous donner une réponse simple comme ça. Maintenant, on peut l'examiner. On l'a fait pour de nombreuses filières, dans des phases de transition. Quand il y a des nouvelles règles, le principe général, c'est qu'il y a une mesure pour un premier constat et une mesure pour une récidive. Donc, si la règle ne change pas entre l'ancien et le nouveau règlement, voilà, les circonstances sont aggravantes. Au contraire, si la règle change et qu'il y a une difficulté d'adaptation, là, les circonstances sont plutôt atténuantes et peuvent permettre, dans certains cas, mais suivant la gravité du manquement, de moduler la mesure. En fait, il faudrait avoir une typologie des différents cas de figure et puis que nous, enfin, sous la forme d'un tableau, de dire est-ce qu'on peut dire aux organismes certificateurs on maintient la certification bio ou non. C'est ça le travail qu'il faudrait faire. D'accord. Et ça, ces informations-là, enfin, est-ce que par exemple, via la section CTPS ou via le groupe d'experts du coup INAO, arboriculture, c'est des bons canaux pour vous faire remonter des difficultés ou ce genre de questionnement? Oui, c'est des bons canaux. Alors, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Donc, Frédéric Lantin-Ribanjou, on est en plein dans ce contexte, dans ce cas de figure. Hein. À partir du 1er janvier 2022, théoriquement, on perd notre label sur toute la partie framboise. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans la mesure où nous, on est inscrit sur la base de semences biologiques. L'offre est en ligne depuis 3 ans. Est-ce qu'on a l'obligation de faire disparaître cette offre, puisqu'en fait, il n'existe pas la catégorie en conversion dans les framboisiers? Et la deuxième chose, qu'est-ce que je dis à mes clients à partir de demain sur le type de plan disponible, sachant qu'on n'a rien changé techniquement à la production des plants? Alors, ça m'est toujours difficile par principe. J'aime bien avoir le temps de réflexion, donc avoir une question posée par écrit et de pouvoir vous répondre. Et notamment en regarder ça également avec le service contrôle. Donc voilà, il faudrait bien identifier, clarifier la question. Alors, juste pour information, et je pense que Madame Kempe pourra donc confirmer, depuis 2 ans, on a soumis le problème à l'INAO et par rayonnement à tous les organismes qui s'occupent de ça. Donc, et depuis 2 ans, on attend une réponse. Alors, c'est le genre de questions qui remontaient à la commission justement et qui pourraient être résolues en partie par le nouveau type de matériel que Madame Campen a cité tout à l'heure, donc du matériel éligible à la production biologique, c'est-à-dire qui n'est pas certifié biologique en tant que tel, mais qui peut contribuer à l'installation d'un verger biologique. Mais ça, c'est encore c'est une possibilité qui est en cours de discussion au niveau européen, mais qui n'a pas encore été validée d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, la problématique a été remontée, a été prise en compte par les autorités européennes, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse, quoi. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet réglementaire général de long terme qui est traité souvent, explicité au niveau européen ou à défaut d'explicitation européenne, c'est nous, les autorités compétentes, qui prenons l'initiative d'expliciter. Et puis après, il y a les questions, qu'est-ce qu'on fait concrètement à la bascule, les mesures en quelque sorte de transition.
Oui, mais enfin, on est quand même. Enfin bon, moi, je gère une entreprise. Je peux pas mettre en suspens mon entreprise en attendant que vous me donniez la réponse. Et c'est bien pour ça qu'il faut établir des règles de transition. Ce qu'on fait dans plusieurs filières, hein, peut-être reprendre après, enfin, on refera le point avec Chloé pour voir les questions qui restent à traiter. Moi, j'ai pas encore des visions très claires parce qu'on a énormément de sujets qui nous remontent, hein, en ces temps de mise en œuvre du nouveau règlement. Et oui, on a bien conscience, c'est qu'il vous faut des réponses rapides. On essaie de le faire pour l'immédiat, hein, pour les mois à venir, sachant que après ça préempte pas les discussions qu'il y aura au niveau européen sur ce matériel UAV. Et qu'en général, c'est vrai qu'on ne prend de décision nous au niveau national que lorsque on sait qu'on n'aura pas de règles au niveau européen. J'ai 3-4 exemples en ce moment sur la mise en œuvre du règlement où les règles finalement n'ont pas été définies au niveau européen, pas avant l'échéance, et donc du coup on se fixe nous des règles de gestion intermédiaires. Presque une règle intermédiaire, ça pourrait pas être que les opérateurs qui sont déjà bio puissent le rester, même si les nouveaux changements réglementaires ne peuvent pas être mis en place dans les premières années pour des raisons techniques ou économiques, et que donc l'agrément soit maintenu pour ces opérateurs, notamment sur les questions d'approvisionnement en matériel biologique, de règles de production du matériel d'origine. Vous parliez de typologie, Monsieur Catrou. Est-ce que voilà, ça peut être cette typologie avec les acteurs déjà bio qui peuvent le rester sous réserve que effectivement leurs pratiques biologiques soient maintenues, mais que les adaptations qui sont demandées par la Commission européenne, si elles sont impossibles, ne fassent pas sauter l'agrément, mais que ensuite les travaux de recherche et la réflexion collective permettent d'améliorer les lacunes existantes, quoi, de répondre aux lacunes. Alors ça, c'est effectivement des choses qui sont envisageables. Donc, tout ce qui est modulation des mesures prises à l'initiative de la direction de l'INAO, donc on ne peut pas prendre d'engagement ici, mais en tout cas, ce qu'on peut prendre comme engagement, c'est que c'est tout à fait envisageable de maintenir des certifications. Ça ne veut pas dire que c'est acquis et ça supposerait quand même d'expliciter le pourquoi on ne peut pas faire, pourquoi est-ce que c'est lié à une imprécision sur les règles européennes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu anticiper. Ça, c'est des critères de décision. Et du coup, l'idée, je ne sais pas, il faudrait peut-être reprendre ça sur un courrier qui nous serait adressé pour qu'on puisse sensibiliser la direction. Et nous, alors ça dépend aussi beaucoup du service contrôle, hein, mais bon, Chloé fait partie aussi du service contrôle, de juger du bien fondé de la requête et de poursuivre, c'est pas de poursuivre la certification, mais c'est simplement de demander dans un premier temps aux organismes certificateurs de ne mettre qu'un simple avertissement aux opérateurs. S'il y a non-respect de la règle européenne, mais pour des raisons de force majeure, pas de possibilité de l'appliquer immédiatement. Après, je ne sais pas exactement qui peut moi, faire ce j'insiste courrier. beaucoup sur la difficulté qu'on a, c'est qu'on a énormément de demandes, donc énormément de difficultés. On n'est pas plus nombreux pour autant. Donc voilà, l'important, c'est que les demandes nous arrivent de manière soit clairement posées, explicitées, et qu'on puisse avoir tous les éléments pour statuer. Il faut que j'en rediscute avec Chloé parce que c'est vrai qu'on
on était tellement sur, il y a beaucoup de fronts à gérer en ce moment, il faut qu'on prenne le temps de regarder à tête reposée ce qui peut être fait. Je vois les sujets d'un peu trop loin là, pour l'instant. Oui, je pense que la question un peu de fond des opérateurs, c'est aussi les moyens que l'INAO peut mettre pour suivre ce dossier, parce qu'effectivement, vous êtes deux, Chloé va partir, il va y avoir du flottement, donc je pense qu'une demande, c'est aussi qu'il y ait les forces vives en mesure d'avoir un interlocuteur qui soit un peu dédié à l'arbo aux petits fruits, parce que effectivement, c'est beaucoup de filières, beaucoup de spécificités, et que vous êtes sur toutes les filières, et que c'est compliqué d'avoir des réponses ajustées vu la difficulté. Donc voilà, je suppose que vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais il me semble que l'INAO... Nous, on peut fixer des priorités. Alors, pour être tout à fait transparent, en fait, si je suis arrivé en retard aussi, mais c'était prévu, je pensais que le webinaire arrivait à 11h, c'est qu'on était en train de faire passer les premiers entretiens de recrutement donc pour la personne qui succédera à Chloé. Et je peux vous rassurer aussi, la première chose que je lui ai dit dans les priorités sur le poste, c'est accompagner la mise en œuvre de l'obligation d'avoir des plans bio, et notamment en arboriculture, en viticulture. Donc, ça fait clairement partie des priorités du poste, sachant que pour le reste, pour le secteur des semences, on a ces dernières années engrangé beaucoup d'acquis. Donc, c'est clairement une priorité, oui. Et donc, notre priorité, c'est de recruter quelqu'un rapidement avec cet objectif-là, cette mission-là. Pour moi, c'est un peu la priorité de la personne qui va venir. Alors forcément, il y aura une phase de latence. On ne l'aura sans doute pas au 1er janvier, cette personne-là, peut-être au 15 janvier, au 1er février. Mais on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver vite. Et de mon côté, je lui dirais bien que l'accompagnement de ces deux filières-là est une priorité. J'ai une question en fait pour nourrir justement cette réflexion et faire avancer les choses. C'est que moi je veux bien faire un tableur Excel en fait en disant bien pour tel matériel de reproduction végétale en fait quel est le besoin, dans quel cas de figure et tout ça. Je pense qu'on peut détailler avec François Warlock du Grab. Je pense que c'est assez aisé d'aller établir une liste avec nous professionnels. Et sinon, autrement, en fait, vous à l'INEO, définir les besoins que vous avez au niveau information et nous au niveau de la filière, vu qu'on se structure un peu, on arrive à faire un webinaire et tout, de vous transmettre l'information, de la centraliser, de la coordonner. Et je pense que ça peut être très efficace. On a plein de cas de figure, plein de productions différentes ici, là, devant moi, je vois. À mon avis, ça peut aller très vite. Simplement, il faut que la structuration soit faite par quelqu'un. Donc, définir qui, c'est important aussi. Ça, c'est juste une définition, ça peut se faire presque là. Est-ce que c'est vous à l'INAO? Est-ce que c'est le GRAB? Est-ce que c'est de manière informelle un groupe de producteurs? Je pense que c'est la mission de l'ITAB et donc notamment de moi de peut-être réfléchir effectivement à une grille pour indiquer les besoins, les carences techniques pour les différentes filières, et donc une grille que je pourrais vous proposer pour que chacun dans votre filière vous indiquiez là où il y a des besoins et des demandes à faire remonter à l'INAO. Donc, peut-être que je peux m'engager en janvier Alors, je suis désolé pour les petits fruits parce que ça va sûrement demander de reprendre un peu une demande que vous aviez fait déjà en 2019 ou 2020, mais de façon plus synthétique dans une grille qui soit suffisamment concise et claire pour que l'INAO puisse faire une réponse rapide et adaptée, quoi. Enfin, je pense que c'est François, sois pas désolé pour les petits fruits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça avance. On avait fait un dossier très complet avec Mathieu Billotte qu'on a envoyé en 2019 à l'INAO. Bon, il y a eu des nombreux flottements puisque Mélanie est partie. Bon, visiblement, Chloé Kempen va partir aussi, donc encore un flottement. Je préfère passer par l'ITAB et que ce soit pris en compte. Et voilà.
Ok, ben on va réfléchir à ça donc en janvier sur une grille qui permette de prendre en compte tous les cas de figure, un maximum de cas de figure pour les différentes filières. Et puis qu'on fera remonter par un courrier de l'ITAB en tout début d'année. Et en attendant, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de demander au niveau européen qu'une période de transition prolongée se mette en place pour que il n'y ait pas d'impair de fait, au moins en 2022. Il faut absolument que cette structuration par filière se fasse aussi au niveau européen. Ce qui se fait en kiwi ou ce qui se fait en framboisier ou ce qui se fait en vigne, c'est pas du tout la même chose. Donc cette structuration par filière, elle est obligatoire au niveau européen et visiblement c'est pas prêt. Donc il faut que la dérogation qui doit cette période de transition pour définir les listes délégués qui s'achève là au 31 décembre 2021, il faut qu'elle soit prolongée au minimum d'1 an pour que tout ça se mette en place de façon cohérente, structurée. Oui, c'est une demande qui a été faite par IFOAM Europe et par d'autres acteurs aussi, je pense en Europe, suite à la réglementation et aux échanges avec la Commission, effectivement, il y a une demande de transition pour jusqu'à 5 ans, je crois, qui a été envisagée. Donc là, on n'a pas de réponse de la Commission européenne à ce jour, en tout cas. Après, moi, ce que j'allais vous dire, même de l'expérience que j'ai de ce règlement, c'est que la Commission européenne, d'abord, elle a beaucoup de chantiers, c'est comme nous. Elle est là pour clarifier les règles dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le règlement du Parlement et du Conseil. Il y a des choses en matière de transition qui sont dans ce règlement et il y en a d'autres qui ne sont pas. Pour X raisons, en particulier, l'idée, c'est d'accompagner les changements structurels. Nous, on a un peu les outils au niveau national, à condition que ça soit justifié et proportionné, pour gérer ces petites phases de transition. Donc, on sait faire. Je pense que l'idée d'apporter à l'Europe, c'est pas tant les phases de transition, mais c'est de clarifier rapidement les règles du jeu, pour justement qu'on n'ait pas des périodes de transition trop longues à gérer. Nous, on a eu un audit là récemment de la Commission européenne, donc on ne va pas en avoir un très proche. Et de toute façon, si on s'accommode de manière raisonnable de règles de gestion sur quelques mois via le catalogue national des mesures, je ne dis pas que c'est acquis, mais je veux dire c'est tout à fait envisageable et il n'y a pas beaucoup de risques. L'important au niveau européen, c'est surtout de clarifier les règles du jeu sur le long terme et pas les règles de transition. Ça, c'est plutôt au niveau national qu'il vaut mieux gérer ça. Il y a besoin. Il y a une question de Guillaume Bruno dans le chat sur la mixité bio-non bio dans les pépinières. Est-ce que vous envisagez qu'elle soit encore possible? Parce que il y a pas mal d'opérateurs, notamment de taille plus importante, qui vont garder une activité conventionnelle et qui vont développer une activité bio. Aujourd'hui, pour les producteurs, il faut séparer les entités. Quid des pépinières? Bon, là, c'est très clair. D'ailleurs, je suis même un peu étonné de la question, puisque aujourd'hui, donc, le secteur de la pépinière et de manière générale le secteur de la sélection, que ce soit végétal ou animal, bénéficie d'un régime dérogatoire particulier. C'était l'article 41C du règlement 889-2008 qui permettait justement, moyennant une dérogation donc expressément délivrée par les services de l'INAO de pratiquer la mixité. Et pratiquer la mixité, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il y a quand même des règles en matière de séparation des productions bio et non bio, des produits, etc. Mais en tout état de cause, c'était possible et c'était dérogatoire au principe général qui fait qu'en production végétale, on ne peut pas cultiver la même variété ou des variétés identiques au sein d'un opérateur au stade de la production. Et là, dans le nouveau règlement, c'est même encore mieux puisque cette mixité, elle sera de plein droit, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de demander une dérogation à l'INAO.
La seule chose qui vous sera demandée, c'est évidemment de continuer à séparer la production, les produits, vérifier qu'il n'y ait pas de mélange, évidemment, montrer à l'organisme certificateur que, évidemment, vous n'utilisez pas des produits non autorisés en bio sur la partie bio, etc. Il faut donner toutes les garanties. Mais vous n'aurez même plus besoin de demander de dérogation. Donc, le règlement va dans un sens de l'assouplissement et de l'accompagnement, justement, du développement de la pépinière. Le principe général étant derrière que pour développer la bio, évidemment, il faut des plans et il faut que les opérateurs qui produisent ces plans aient possibilité d'avoir, je dirais, de diversifier leur activité en assoyant leur production à la fois sur des plans bio et des plans non bio de manière à répondre aux deux types de demandes. Donc là, on est clairement dans le sens d'une simplification pour le secteur de la pépinière. Donc, je ne comprends pas l'inquiétude. Bon, je pense que c'était une question, vu que le règlement bio évolue, une question légitime de savoir si cette mixité restait possible. Donc, il y a des bonnes nouvelles malgré tout. Non seulement reste possible, mais elle est assouplie. Elle est assouplie. Ouais. Plus besoin de demander de dérogation à l'INAO. Ceci étant dit, sur ce secteur-là, c'était rare qu'il y ait des refus. C'était très rare qu'il y ait des refus, mais au moins vous simplifiez, il n'y a même pas la formalité administrative à faire. Il y a une question de Jean-Baptiste là, sur l'anticipation des 18 mois, en quoi ça peut être un levier pour le développement de la production de plants bio par les pépiniéristes. Ça reste un peu spéculatif, mais il me semble que si les pépiniéristes ont une meilleure connaissance de la demande de terrain notamment par des acteurs professionnels et pas que par des amateurs, ça peut permettre à ces pépiniéristes d'augmenter, mais bon, ils répondront peut-être différemment, mais d'augmenter leur catalogue et d'ajuster et d'adapter leur catalogue à la demande professionnelle et pour certains pépiniéristes de fournir à un arboriculteur voisin telle commande de pommier, un autre telle commande de prunier, et donc d'augmenter cette adéquation entre offre plus lisible et demande plus lisible, pardon, et une offre par les pépiniéristes bio. Bon, c'est en tout cas ma vision optimiste, et je ne suis pas toujours optimiste, mais de l'intérêt de cette base de données qui peut être une façon d'échanger plus facilement entre arboriculteurs et pépiniéristes. Est-ce qu'il y aurait des questions qui restent en suspens dans le chat ou des contributions de fonds que j'aurais ratées et que certains veulent reposer à l'oral si... Il y avait une question là. Est-ce qu'on connaît l'existence de vergers de production de greffons bio et de marcotières bio en France? Je connais de nombreux pépiniéristes qui ont leur propre verger de pied-mer. Pour les greffons, en tout cas. Et qui sont en bio. Mais sur les porte-greffes, quelqu'un a des infos? Parce que je pense que c'est ça qui va être surtout le... Moi, je peux tout à fait me fournir en semences de pommiers non certifiées auprès d'arboriculteurs avec le résidu de jus de pomme. Et je vais multiplier. Alors bon, j'ai de la perte, c'est pas régulier, mais j'ai du plant que je produis moi-même, ne serait-ce qu'avec les pommes de ma production. Idem avec des marcotières. Nous, sur le côté Hauts-de-France, on arrive à se procurer une gamme assez large de porte-greffes bio. Malheureusement pas en France, peut-être qu'il y en a en France, il y en a, je préférerais travailler avec, mais en Allemagne notamment. Et ma question est, peut-être que je ne maîtrise pas totalement le domaine de la multiplication, mais tout ce qui est multiplication in vitro de certains porte-greffes,
pose peut-être problème pour la certification bio. Je pense greffe nanifiant de cerisier, certains poiriers, type Farold, etc. Qu'en est-il? Je suis moi-même producteur de porte-greffes en bio. J'ai aucune autre certification, c'est-à-dire que mes clients sont pas du tout des arboriculteurs ou c'est à la marge. Ça reste quasiment uniquement de l'amateur et du pépiniériste greffeur qui fait souvent de la vente directe. Mais j'ai pas les épaules de Dalival ou de collègues comme ça. C'est pas le but non plus. À ma connaissance, il y a une autre personne qui est en cours d'installation, mais pareil sur une petite surface. Et j'obtiens une dérogation pour toutes mes semences, parce qu'il n'y a pas de producteur de semences qui commercialise, à ma connaissance. Et puis la taille de mes marcottes n'est pas suffisante, le parc de pied-mère non plus, quoi. D'ailleurs, ça c'est encore en cours de conversion. Ça pourrait être un point à évoquer, ça peut-être. Les pieds-mères ont une durée de conversion de 3 ans, tandis que la culture annuelle, la culture de vente, le porte-greffe est de 2 ans uniquement. Ce qui fait que là, au 25 novembre, ce que je commercialise uniquement en racine nue, donc, est bien certifié bio. Alors que le reste de la pépinière est encore notifié en cours de conversion. Ça peut être un point un peu grosse question qui est pas tellement intéressant de voir sur les papiers parce que ça peut amener de la confusion. Hein. Du coup, qu'est-ce que vous produisez comme porte-greffe? Ouais, je sais pas si le but de la réunion c'est de me faire de la pub. Je fais du porte-greffe de fruitier, quoi, hein, quasiment exclusivement, de pommier, poirier, prunier, des gammes à peu près classiques. Non mais c'est quoi? C'est des semis? Oui, du fruitier, oui. Ah mais c'est du semis. Ah, non, semis, bouture et marcotte. D'accord, ok. Donc ça existe. Je pense que j'ai une autre question. Concernant la culture in vitro, hein, ça fait partie de ce qui pourrait potentiellement entrer dans le cadre de ce matériel éligible à l'agriculture biologique, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Oui. Mais ce qui risque de figer un peu des évolutions si on a cette catégorie qui est proposée, c'est sûr que il risque d'y avoir un peu un statu quo et un maintien de ces pratiques, quoi. Donc à voir si c'est une catégorie transitoire ou si elle sera maintenue. En tout cas, ça montre qu'il y a un besoin de recherche, d'expérimentation pour développer des filières là-dessus en garantissant la qualité sanitaire du matériel. Et donc, il y a un gros besoin de remettre du savoir-faire et de mettre en place des expérimentations sur ces différents types de matériel. Bruno Essner, vous aviez une question? Oui, j'ai déjà mis ma question dans le chat, mais je comprends pas pourquoi on se refuse d'utiliser des greffons et des porte-greffes conventionnels et d'utiliser la période de pépinière bio pour avoir un plan bio au bout. Parce que ça permettrait quand même d'avoir accès à du matériel dont l'état sanitaire est très contrôlé, et notamment par rapport à des questions de virus transmissibles ou de phytoplasme, et de démarrer avec un matériel sanitairement bien caractérisé, connu, et puis ensuite lui faire passer sa phase de conversion en pépinière et d'avoir un plan bio, effectivement, pour démarrer le verger bio.
Je crois que c'est une demande de l'Europe, hein, pour toutes les filières, d'avoir des filières intégralement bio, donc pour garantir l'intégralité de... Alors c'est sûr que ça pose beaucoup de questions et de perturbations, mais voilà, je pense que c'est l'injonction de la Commission. Si l'INAO veut compléter. Oui, oui, non, vous avez tout à fait raison. Enfin, l'idée générale, c'est que quand on protège l'environnement, on le protège à tous les stades de la filière. C'est pas simplement une question de qualité du produit. L'idée, c'est voilà, c'est d'avoir une approche globale, intégrée de la bio. Après, c'est vrai aussi que quand on regarde la construction de la bio, on s'est d'abord intéressé à ce qui a le plus de poids en matière d'environnement, justement, c'est ce que est le secteur de la production, et que du coup, on a assoupli un petit peu les règles en amont. Voilà, sur l'obligation, par exemple, d'avoir des semences bio ou non bio pour les semences de base. Donc voilà, donc il y a une montée en puissance qui va faire qu'on va effectivement arriver à, même dans toutes les étapes d'amont, avoir 100% de bio. En même temps, le règlement bio donne un petit peu de souplesse, non pas de manière pérenne, mais justement pour prendre le temps pour s'adapter. Par rapport à ça rejoint les questions qu'on posait effectivement tout à l'heure. À partir de quand on estime qu'il y a une obligation d'utiliser un plan bio, à quel stade un plan ou du matériel de reproduction végétale bio. C'est quand même dommage que ça aurait pu être une période, une méthode de transition assez intéressante. On aurait pu se concentrer sur l'élevage des plants en conversion et pas avoir à résoudre en même temps la production de porte-greffes, la production de greffons et la production de plants. Ça aurait pu être une phase de transition vers le 100% bio. Après, je ne sais pas qui de répondre. Nous, il faut qu'on respecte évidemment le règlement européen. On a donné le cadre, donc je pense qu'il y a aussi des points qui seront sans doute à clarifier avec la Commission européenne. Et puis après, à nous de construire dans ce cadre-là, je dirais, les étapes qui nous semblent les plus pertinentes pour accompagner l'objectif. Par exemple, sur le caractère utilisation de plants UAB, tel que ça a été évoqué, donc des plants utilisables en bio, nous, en tant qu'autorité compétente, au bout d'un moment, on peut fixer la fin de la partie et de dire, ben non, on accepte on n'accepte plus ce type de plan, on veut du 100% bio. Donc, il y a quand même des petites marges de manœuvre à avoir lesquelles sont données par le règlement européen et par les explications que nous donne la Commission européenne. Mais je vous rejoins assez sur le fait que de temps en temps, il vaut mieux une logique des petits pas plutôt qu'un grand arrêt. C'est la logique de progression de la bio. Je crois qu'il est un peu d'ailleurs inscrite dans le règlement, ce principe de progressivité. Après c'est comme ça qu'on travaille à l'INAO, on a aussi cranté, c'est-à-dire voilà, c'est un petit pas, mais qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. L'idée, c'est pas de faire un petit pas pour s'arrêter, c'est de se dire, voilà, il y a un cap 2035 et comment est-ce qu'on y arrive? Par des petits pas. Bon, je profite du petit creux pour rappeler que j'ai fait circuler un petit questionnaire auprès des pépiniéristes pour avoir un peu des retours de terrain sur à la fois les pratiques actuelles, les problématiques rencontrées sur le terrain et les demandes faites à la recherche pour justement
réfléchir à un projet d'expérimentation recherche à lancer, parce que bon, vous avez compris qu'il y a des gros besoins, et donc mettre en place ce programme d'expérimentation avec les pépiniéristes qui seront volontaires et intéressés pour participer à des expérimentations. Donc, si vous n'avez pas reçu le questionnaire, vous pouvez me le demander, bien sûr, et si vous n'y avez pas répondu, je vous invite à le faire, même si la période est chargée, j'en suis conscient. Et puis, comme on a dit, donc en janvier, on essaiera de réfléchir à faire une demande organisée à l'INAO qui pointe un peu les principaux points de blocage sur les différentes filières. Alors, moi j'ai répondu à votre enquête et je pense que c'est intéressant de prendre d'enquêter, d'essayer d'appréhender la réalité. C'est une bonne démarche. Et j'ai été très surpris par la question où trouvez-vous vos greffons? Je crois que la première réponse proposée, c'est chez mes voisins arboriculteurs. Donc ça, c'est totalement interdit. C'est-à-dire que parfois, je suis étonné parce que j'ai l'impression que dans le monde bio, on s'affranchit des règles communes qui s'appliquent d'une manière générale. C'est-à-dire que la circulation des végétaux, c'est soumis à passeport et je ne pense pas que tous les arboriculteurs qui sont autour des pépiniéristes aient fait une démarche auprès du SRPV pour faire contrôler leur verger et avoir une autorisation de circulation de matériel. Moi, c'est ça qui m'étonne. Le bio, pourquoi pas, hein, il faut évoluer. Je pense que le monde change, etc., etc. Et c'est toujours ce côté, je m'affranchis des règles existantes qui me laissent vraiment perplexe. Et après, on arrive à des possibilités qui sont fortes. Je pense que l'idée, Samuel, si tu veux répondre, oui. Moi, j'ai fait un BPERA pépinière, en fait, où on n'a eu aucune information à ce sujet. J'aurais bien aimé. C'est que tard, et par des collègues en bio, en fait, qu'on m'a expliqué qu'est-ce que c'était que le SRPV. J'y ai adhéré. Je fais un suivi de mes arbres, bien qu'ils ne soient pas toujours en bio, en effet, et il y a un suivi, il y a une analyse. La complexité de la certification et de l'étiquetage, en fait, rend difficile aussi pour une petite structure comme la mienne, en fait, de pouvoir répondre aux besoins. Donc, je suis certifié. Hein. Seulement, voilà, les contraintes, en fait, économiques que procure le contrôle sont obligeants, enfin, peuvent refroidir plus d'un, en tout cas, sur les petites structures en cours de développement. Donc, ça, c'est un point. Et d'autre part, c'est pas une volonté d'ignorer, en fait, c'est que l'information circule très mal. Voilà. Et les services de protection des végétaux sont plutôt des alliés, je dirais, en fait, de la plupart des pépiniéristes, puisqu'ils nous permettent de mieux saisir les enjeux sanitaires. Mais je peux vous dire qu'aussi, dans ces équipes-là, je leur en explique autant qu'ils m'en expliquent. Donc, pourtant, je suis un petit producteur. Hein. Je suis vraiment en bio, en naturel progrès, on va dire, un écolo intégral, mais ça ne m'empêche pas d'être très ouvert d'esprit et que la filière, pour moi, elle mérite d'être aussi plus grande et plus développée. Voilà un peu pour des éléments de réponse. Oui, je pense que là, cette question, c'est un peu interrogé sur la façon de le faire parce qu'on ne voulait pas non plus avoir l'air de fliquer les pépiniéristes pour les réponses qu'ils donneraient, quoi. Mais on voulait avoir un peu une vision justement de ce qui se fait sur le terrain et si ça apparaît en premier, c'est pas du tout que c'est une pratique courante, mais c'était dans les différentes options possibles et il est clair qu'il n'y a pas de raison qu'en bio, il y ait plus de prélèvements aléatoires sur n'importe quel verger, mais ça fait partie des différentes options. Je rejoins totalement François, hein, pour avoir sillonné depuis plus de 15 ans les vergers. Ça se pratique aussi bien dans les pépinières biologiques que les pépinières conventionnelles. Hein, le prélèvement, je vais dire, sauvage dans des vergers. Je peux vous l'assurer, de pépinières plus ou moins grandes. Je n'ai pas compris le sens de votre intervention. Vous confirmez quoi? Je confirme que la pratique de cueillette de greffons chez des voisins arboriculteurs par des pépiniéristes n'est pas propre aux pépinières bio, mais aux pépinières biologiques et conventionnelles et classiques. D'accord. Moi, ok,
Je vous dis juste que c'est 100% illégal. Totalement, mais je veux dire, l'illégalité n'est pas c'est pas uniquement les pépinières biologiques, ouais, c'est ça que je voulais préciser. Tout le monde fait ça, quoi. Tout le monde fait ça. J'interviens juste, effectivement, enfin, donc Monsieur Champel le rappelle à juste titre, hein, toute diffusion de matériel dans le circuit professionnel se doit de respecter les règles phytosanitaires avec diffusion avec un passeport, un passeport phytosanitaire. Donc il y a des cas particuliers où quand il y a diffusion directe à l'utilisateur professionnel, donc il y a un principe de dérogation sur la position du passeport phytosanitaire, mais effectivement, hein, donc tout opérateur professionnel se doit de diffuser tout matériel à multiplication végétative avec un passeport phytosanitaire quand il adresse cela à un autre opérateur professionnel. Donc c'est la règle. Donc bon, j'entends que vous avez quand même pour certains des liens avec les SRAL. Mais donc, enfin voilà, je m'étonne un petit peu de ce que j'entends quand même, mais voilà, et disons que donc là on est sur des règles purement phytosanitaires et ce qui est propre à la certification. Donc là, il est clair qu'il y a des règles encore plus strictes et étroites sur le sujet, étant donné que les établissements concernés doivent être proprement enregistrés auprès du CTFL et que les prélèvements sont strictement encadrés. Donc voilà, je tenais juste à faire ce rappel de principe. Hein. Merci. Moi, je pense que ça pose un peu la question de fond sur la réglementation qui est complexe, qui est multicouche entre le règlement santé des plantes, la réglementation sur la multiplication du matériel, multiplication végétative, et que la façon de s'y adapter pour des gros acteurs et pour des pépiniéristes artisans est pas la même. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu cette difficulté qu'expriment les petits d'essayer de faire en sorte à la fois d'avoir l'information, et c'est pas toujours évident d'avoir des interlocuteurs disponibles et compétents pour répondre, et d'être en mesure d'être en conformité sur tous les points d'étiquetage, de conditionnement et de production, quoi. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire François et Samuel tout à l'heure. La mise en place donc de la réglementation santé des plantes aboutit, enfin progressivement se met en place et aboutit pour nous en tout cas en mois de décembre à l'envoi par le Fredon, qui est donc le prestataire du SRAL pour les contrôles de la santé des végétaux, à l'envoi par mail d'un tableau qui regroupe l'ensemble des problèmes phyto qu'on peut trouver sur toutes les espèces. On a reçu par mail un tableau avec 3000 lignes. 3000 lignes qui correspondent en fait à l'ensemble des parasites qui sont réglementés et que l'on doit trier et appliquer à tous les végétaux qu'on met en culture. C'est-à-dire qu'on doit être capable de connaître tous les parasites qui concernent toutes les espèces qu'on multiplie et tous les protocoles pour s'en prémunir. Je voudrais quand même faire remarquer que je ne connais personne capable de mettre en application ça concrètement, quoi. C'est impossible. Je ne sais pas si au ministère, il y a une réponse ou... Alors, juste pour réagir, donc nous, on est parfaitement conscient des difficultés qu'engendre l'application du règlement santé des végétaux. Je pense, enfin voilà, c'est un sujet qui a été traité plusieurs fois en section CTPS. Et je pense que les collègues du Bureau santé des végétaux échangent avec la profession au travers du CNOPSAV, éventuellement.
Donc, s'il y a des questions et des problématiques qui se posent encore, faut pas hésiter à les poser à travers ces instances-là. Bon, je pense que le lieu de la réunion d'aujourd'hui n'est pas de traiter ces sujets de toute façon, mais j'inviterai les participants à soulever encore leurs remarques auprès de la DGL, auprès du Bureau santé des végétaux sur ces aspects-là et auprès de leur SRAL au niveau local. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions ou de contributions, je vous propose d'en rester là, de conclure ce webinaire, peut-être le premier d'une série pour peut-être garder une dynamique, garder du lien entre les différentes structures, les différents étages institutionnels et continuer un échange qui doit être plutôt productif. Je vais donc arrêter l'enregistrement et essayer de le mettre à disposition de tout le monde. Et puis